Alors, c'est mon grand plaisir d'annoncer ce prochain talk, c'est trouver des vulnérabilités dans les appareils connectés, les Polycom, des téléphones de conférence. Ça marche probablement pareil. Christophe Wolff et Pascal Zenker vont nous parler de comment ils ont fait pour hacker oui. Les deux speakers viennent de Berlin, donc ils sont des analystes de sécurité du web. Ils regardent la sécurité du web depuis un petit moment maintenant, donc vous pouvez voir ce qu'ils ont fait avec ces téléphones et comment ils ont réussi à les hacker. Alors, merci et bonjour à tout le monde, merci d'avoir rejoint ce talk. Mon nom est Pascal, je travaille pour Mozero en tant qu'analyste de sécurité et je suis ensemble avec Christophe, on se focus tous les deux sur la sécurité du web et la pénétration mobile, IoT et web. Le talk parlera de comment trouver les vulnérabilités dans des appareils connectés et Internet. On parle d'IoT, des systèmes, des webcams, des systèmes de conférence, des téléphones, tout ce qui est un peu intelligent dans ce jour. Donc, on voulait avoir ce talk parce qu'on voulait vous montrer que vous pouvez avoir des bons résultats dans cette matière sans la nécessité d'avoir des hardware très intéressants. Ça, c'est très intéressant parce que il faut du savoir-faire sur la hardware, mais on va plutôt se focuser sur pas tous les vulnérabilités sont difficiles à trouver. Donc tout le monde peut commencer avec ça et on peut tous avoir sa technique et tout le monde a sa propre... pas tous les appareils embeddés dans l'IoT sont tous très intéressants. Ça, c'est l'agenda pour aujourd'hui, le sommaire. On va parler des cibles de recherche. On va parler de l'exemple pour les parleurs de conférence. Et on va parler du processus de recherche qu'on a mis sur ce genre d'appareil et on espère que vous pourrez l'utiliser. Et on va parler des résultats, nos résultats, mais aussi comment vous pouvez montrer votre impact sur vos appareils après avoir fait la recherche et après les questions et les réponses. Ok, donc il y a déjà plein de talks pour les débutants qui existent à l'heure actuelle. On voulait faire les choses un petit peu différentes. Donc on va d'abord parler un peu de la société Poly. Donc Poly ou Polycom, c'est un constructeur assez commun pour tout ce qui est système de conférence, téléphone de visioconférence, etc. Ça a été racheté par HP en 2022. C'est une cible très intéressante parce que leurs appareils ont des features assez intéressantes. Ils tournent sur Android. Il y a du support pour des choses comme Teams, Zoom, etc. C'est des appareils qui sont censés être verrouillés. Il n'y a pas par exemple, de support pour les applications du Play Store. Il y a un menu personnalisé pour gérer les options, etc. Il y a différentes interfaces qui existent, par exemple le WAN, le LAN, le Bluetooth. Ils peuvent être configurés via une interface web. Ce qui est intéressant pour les grosses entreprises parce que ça permet de configurer rapidement tous ces appareils. Et donc nous, on a commencé à regarder ça cette année. Donc ceux que vous voyez sur la slide, donc le Trio 880 et le CCX 400 qui est un téléphone intelligent avec du support pour Teams notamment. On a trouvé plusieurs vulnérabilités sur ces appareils et on va en parler aujourd'hui. Bien sûr, on les a reportés au constructeur dans un process de responsible disclosure. Donc leur réponse, elle a été assez chouette. Ils ont répondu rapidement, ils ont été transparents, ils nous ont pris au sérieux dès le début. Donc merci beaucoup à eux pour ça. Et à la fin, on donnera le lien vers ces reports, vers les reports de nos findings. Donc pendant la disclosure,
on s'est rendu compte qu'en fait, c'est pas seulement les 2 appareils qu'on a regardés qui étaient affectés, mais que plein d'autres systèmes étaient également affectés. Dans tous les cas, pour tous ces devices, les vulnérabilités devraient être patchées. Et on a vraiment de la chance, une vraie opportunité de pouvoir donner ce talk en l'appliquant à des exemples de la vie réelle. Et donc on pense que c'est vraiment génial parce que ça permet d'illustrer le message en lui-même. Et si vous le souhaitez, vous pouvez acheter vous-même les appareils et puis faire du jailbreak ou les utiliser comme dans un CTF ou quoi. Ok. Maintenant, Christophe va vous guider à travers notre processus de recherche. Ok. Donc, d'abord, je vais présenter 2 concepts très importants. Le premier, c'est que à un haut niveau, la recherche de vulnérabilité, c'est un processus itératif. Donc d'abord, on va énumérer notre cible et ses services, ensuite on va évaluer tous les problèmes potentiels et ensuite on va les exploiter. Et ensuite, éventuellement, on va élargir notre surface d'attaque. Donc par exemple, si on se retrouve coincé, si on a épuisé toutes nos options, et ça, soit en regardant des features auxquelles on ne s'est pas intéressé jusqu'à maintenant, ou alors en utilisant un accès qu'on aurait nouvellement obtenu. Et ensuite, on recommence. Donc, aujourd'hui, on va vous montrer des vulnérabilités qu'on peut séparer en globalement 2 catégories. Donc, d'abord, celles qui sont liées à la logique métier et celles qui sont techniques. Donc, d'abord, sur la logique métier, on peut exploiter plutôt des problèmes dans la logique de l'application en l'utilisant d'une façon qui n'avait pas été prévue. Donc, généralement, ça nécessite pas vraiment de connaissances techniques, ça nécessite plutôt de penser out of the box. Ça les rend très intéressantes pour les débutants notamment, parce que on peut avoir des résultats assez facilement sans avoir besoin de rentrer très très profond dans la technique. Donc, par exemple, ça pourrait être un web shop où on peut appliquer plusieurs fois la même promotion, ce genre de choses. Donc ça, c'est une chose. Et de l'autre côté, on a les vulnérabilités techniques. Donc généralement, c'est plutôt des échecs liés à la programmation. Donc des choses comme des corruptions de mémoire, des buffer overflow, des injections en mémoire, des injections SQL. Notre processus de recherche va utiliser ces concepts, et donc ça va être notre plan de recherche. Donc d'abord, on va utiliser et mal utiliser l'appareil. Ensuite, on va énumérer les services exposés. On va vérifier et regarder un peu ce qu'on a en termes de vulnérabilité publiquement connue. On va ensuite mettre en œuvre des techniques comme du fuzzing, du pentesting, du reverse engineering. Mais d'abord, on va tout simplement commencer par utiliser l'appareil pour apprendre à connaître notre cible, voir ce qu'elle fait, quelles fonctionnalités elle permet. Donc on va explorer les choses, regarder tous les menus, regarder toutes les fonctionnalités qu'on peut trouver, être curieux tout simplement, et essayer de voir ce qu'il nous permet de faire. Généralement, c'est également très utile si vous avez une documentation de la lire ou un manuel ou globalement une quelconque doc que vous pouvez avoir sur l'appareil. Donc nous, dans le cas du pentest qu'on avait, le client, il utilisait les téléphones dans une sorte de zone non protégée. Donc les scénarios d'attaque liés aux accès physiques étaient particulièrement intéressants pour eux. Donc nous, pour essayer de s'échapper du mode verrouillé dans lequel ils étaient, c'est quelque chose qu'on voulait faire. Donc les téléphones, ils étaient dans ce qu'on appelle un mode kiosque. Donc par exemple, s'ils sont dans le mode Teams, on n'est pas censé pouvoir sortir de cette application. Tout se passe dans l'application Teams. Il n'y a pas de bouton Home pour en sortir. Et quand on n'est pas en mode Teams, on a une sorte de launcher, mais on peut seulement lancer l'application qui a été configurée. Donc nous, on voudrait sortir de cette interface un peu verrouillée pour pouvoir faire d'autres choses, éventuellement appliquer une application malveillante. Donc des choses qu'on peut essayer de faire, c'est swiper sur les côtés, essayer d'avoir le trait des notifications,
Et on peut également essayer d'ouvrir d'autres applications. Donc ça peut se faire par exemple des fois en appuyant longuement sur une image, ce genre de choses pour avoir un menu contextuel. Si on a des choses comme un browser web pour chercher à partir de l'application, des fois on va réussir à accéder au browser web, donc à sortir de l'application. Et si on arrive à accéder à un navigateur web, des fois on va pouvoir accéder à d'autres sites et lancer du code, accéder à des ressources qu'on maîtrise, etc. Dans certains cas, s'il y a des protocoles comme Mail2 qui sont supportés, on va pouvoir ouvrir une application mail. Donc, un peu de la façon où on pourrait vouloir accéder au bootloader sur un téléphone Android en appuyant sur le bouton de volume up ou down. Ici, on pourrait vouloir faire la même chose en redémarrant l'appareil en appuyant sur des combinaisons de touches. Un truc qui est important à regarder aussi, c'est tous les boutons, tous les ports sur l'appareil physiquement, parce que ça peut permettre de faire des choses. Donc, par exemple, de brancher des appareils divers sur l'appareil. Donc, voir si on peut pas lui connecter un clavier, une imprimante, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire. Notamment, on a connecté un clavier à notre téléphone CCX 400 et ensuite, on a essayé différentes combinaisons de touches. Donc, Android a un support built-in pour des claviers. Et donc, quand on a essayé ça sur le CCX en mode Teams, on a vu des choses un peu étranges que vous allez pouvoir voir dans cet enregistrement de l'écran. Donc, ça, c'est les paramètres de base qu'on a sur l'application Teams. Mais si on essaie d'appuyer sur Alt-Tab une fois, on obtient un écran noir. Mais si on le fait 2 fois, soudainement, on a cet écran-là qui n'est pas lié à Teams. Et c'est plutôt lié à une application native qui est derrière Teams et à laquelle on peut maintenant accéder. Donc ça permet des choses comme des diagnostics, notamment de lancer des choses comme des pings ou des traceroutes. De manière générale, on peut aussi regarder les vulnérabilités liées à la logique métier, dont on disait qu'elles n'avaient pas forcément besoin de beaucoup de connaissances techniques, donc ça c'est un bon exemple. Donc ici c'est le trio. Donc dans les paramètres, généralement on va avoir une partie des paramètres qui sont protégés par un mot de passe. Donc par exemple, ça va être des choses un peu sensibles sur l'appareil. Donc ça a du sens parce qu'en fait, si on considère le trio comme un appareil de salle de conférence, dans la salle, on peut avoir des gens extérieurs à la société et donc il ne faut pas que n'importe qui puisse modifier volontairement ou involontairement les settings de l'appareil. Donc ici, on va regarder un petit peu les sous-menus pour lesquels il n'y a pas besoin de ce mot de passe. Donc, dans Status, Cloud Status, on a cette notion de Registration Code. Donc là, ça nous dit que notre appareil il n'est pas enregistré et que ça, c'est notre code et qu'on peut aller s'enregistrer sur une certaine URL. OK, qu'est-ce qui se passe si on essaie de faire ça? Donc, on va dans un navigateur web, à l'URL indiquée, on crée un compte gratuit et on enregistre l'appareil. On rentre le PIN qu'on a eu et après ça, on obtient cette interface sympathique avec pas mal de détails sur l'appareil. Et notamment, il y a une partie paramètres qui permet en fait, de complètement gérer l'appareil. Donc, on peut notamment paramétrer un nouveau mot de passe administrateur. Et on peut également faire du debug réseau et regarder tous les paquets qui arrivent et qui partent de l'appareil. Donc ici, on a également un bouton More Actions, plus d'actions, qui nous permet tout simplement d'entrer un numéro de téléphone arbitraire que le téléphone peut ensuite appeler. Et donc en fait, ça permet d'écouter ce qui se passe finalement dans la salle de conférence puisqu'on peut donner un numéro de téléphone arbitraire. Donc ça, c'est une vulnérabilité liée à la logique métier. On n'a
pas eu besoin de connaître ou de bypasser le PIN administrateur des paramètres, on a juste contourné cette demande-là. Donc pour faire ça, il nous faut un accès physique à l'appareil, bien sûr, ça peut être compliqué. Il faut que le device n'ait pas été enregistré avant et il faut que l'appareil ait également accès au serveur de Poly. Ensuite, on va énumérer les services exposés. Donc ça, c'est assez similaire à la phase explorateur qu'on a fait physiquement. Mais ici, on va utiliser du tooling pour voir quelles portes sont ouvertes, quels services tournent sur l'appareil et regarder globalement ce qui se passe dessus. Donc pour ça, on va utiliser des outils tels que Nmap, mais bien sûr, il y a d'autres choses qui existent comme Nuclei, qui fait également de l'énumération de services et qui fait également du scan de vulnérabilité. Donc par exemple, s'il y a des vulnérabilités connues sur certains composants de l'appareil, ça va permettre de les détecter. Si vous êtes un débutant, c'est probablement plus simple de se concentrer sur les protocoles et services que vous connaissez déjà, tels que les services web par exemple. Si vous voyez des shares de fichiers et que vous connaissez ça, vous pouvez vous concentrer là-dessus également. Bien sûr, les protocoles plus complexes pourraient vous offrir une attaque de surface plus importante, mais c'est un peu plus complexe. Et là, vous n'auriez pas forcément d'outils préexistants pour les analyser. Donc ça nécessite un peu plus de recherche approfondie, mais ça peut donner des résultats intéressants. Sur notre appareil, comme vous pouvez le voir ici, on a vu un port 443 ouvert. Et si on regarde ce qu'il y a dessus, c'est une interface de gestion. Donc, dans notre cas, c'est d'abord protégé par un mot de passe. Donc, si vous regardez, si vous vous documentez, vous voyez que le mot de passe utilisateur par défaut, c'est 1, 2, 3, et que le mot de passe administrateur par défaut, c'est 4, 5, 6. Donc là, on va avoir une nouvelle itération de notre énumération qui va nous permettre d'élargir notre surface d'attaque. Donc là, on va tout simplement aller regarder tout pareil, toutes les fonctionnalités, regarder si on ne trouve pas des vulnérabilités liées à la logique. On va mettre nos lunettes de hacker, on va regarder un petit peu comment on pourrait contourner tout ça. On va également regarder quelles protections sont en place à quel endroit. Donc on se balade, on tombe sur cet écran qui sert à mettre à jour le logiciel de l'appareil. Donc en fait, si on va dessus, on voit que c'est pas seulement à propos des upgrades de l'appareil, mais qu'on peut également downgrade les choses, ce qui n'est pas forcément une très bonne idée, puisque généralement les upgrades elles permettent de corriger des problèmes de sécurité. Donc si on descend, on peut les décorriger. Et donc, comme vous le verrez un peu plus tard, ce downgrade et les vulnérabilités qu'il remet, ça va nous servir. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si on veut essayer de changer le mot de passe administrateur? Donc, on a besoin de connaître, de renseigner l'ancien mot de passe, qui est plutôt une bonne pratique de sécurité. Cependant, il y a également une autre feature qui permet de modifier le mot de passe administrateur via l'upload d'un fichier XML. Et ça va nous permettre de modifier le mot de passe de l'administrateur local, mais ici sans renseigner l'ancien mot de passe de l'administrateur. Donc ici, on voit un autre problème lié à la logique. Donc dans la feature normale, pour changer le mot de passe, on a besoin de l'ancien, mais si on utilise un fichier de configuration XML, on n'a pas besoin de ça. Notre première étape, c'est de travailler sur les vulnérabilités existantes. Donc on a vraiment des endroits où on peut rechercher sur les vulnérabilités existantes et surtout vérifier que si on a des appareils similaires qui souffrent de vulnérabilités similaires. Par exemple, si vous avez un catalogue assez large comme Poly, il y a de grandes chances que le code soit partagé entre plusieurs appareils et qu'une vulnérabilité s'applique à plusieurs appareils. Donc toujours vérifier si vous avez des vulnérabilités pour d'autres appareils et les reproduire sur le vôtre. On liste ici quelques sources assez communes pour rechercher des vulnérabilités. Donc dans notre recherche, on a trouvé un blog assez cool sur l'exécution de code à distance. Une vulnérabilité d'exécution de code à distance. Et pour nous, comme
Pour nous, comme testeurs, comme hackers, c'est très intéressant, puisque si on peut exécuter du code à distance, on peut faire vraiment ce qu'on veut avec l'appareil. Donc, on a un diagnostic en telnet qu'on peut activer pour lancer des fichiers XML à distance. Donc, on peut aussi utiliser pour exécuter du code à distance. Maintenant qu'on a entendu parler de ce service telnet, on va reprendre notre attaque. On va vérifier les paramètres telnet et on va s'assurer que le port telnet soit bien ouvert. On se connecte en telnet, l'utilisateur est toujours Polycom et le mot de passe est celui que vous avez seté dans le fichier XML. Et ensuite, on va voir, en utilisant le menu Help, toute la suite de commandes disponibles. On a beaucoup de commandes de configuration, mais on a aussi des fonctionnalités de diagnostic. Dans le blog, ils ont trouvé que certaines commandes sont uniquement pour transférer des arguments, des paramètres en shell, comme des pings. Donc, on a ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont injecté des commandes en utilisant des pipes et des points-virgules et en concaténant plusieurs commandes. Et en faisant ça, ils arrivaient tout simplement à, par exemple, faire un ID et voir qu'ils avaient les plus hauts privilèges sur l'application. Donc ensuite, ils utilisaient ADB dans le blog post. Ok, donc nous, on a essayé de faire pareil. Donc mettre une adresse IP, point virgule, ID. Donc on a notre ping, notre adresse IP, notre ID. Sauf que là, on obtient une erreur sur le lookup DNS. Et donc, ça marchait pas chez nous. Seulement, quelque chose qui est assez commun lorsque les constructeurs corrigent les vulnérabilités, c'est de corriger spécifiquement le point où la vulnérabilité a été trouvée et de ne pas aller plus loin. Donc, ici, en regardant les commandes auxquelles on avait accès depuis notre shell restreint, on voit qu'on a également la commande top. Et bah, c'était vulnérable exactement de la même façon, donc on a simplement utilisé ça. Ok, donc comme vous pouvez voir, c'est toujours injectable, l'application tourne toujours comme root, et donc on est root sur notre appareil Trio. Donc sur le CCX, on n'a pas pu faire pareil, parce que a priori, ils ont corrigé dans une mise à jour tout ce système-là de diagnostic. Donc on n'a pas pu faire pareil. Mais par contre, sur le Trio, on a pu obtenir un accès complet à l'appareil si on connaissait le mot de passe administrateur. Ok, je vais rendre la parole à Pascal, qui va vous parler de sujets plus avancés tels que le fuzzing. Ok, donc maintenant qu'on a déjà parlé de vulnérabilité technique, on va parler un petit peu de fuzzing. Donc les logiciels à l'heure actuelle, ils sont assez complexes et bien sûr le fait qu'ils soient si complexes, ça rend peu probable le fait qu'ils soient exempts de bugs. Donc nous, en tant qu'attaquants, on a vraiment un avantage, c'est qu'on a seulement besoin qu'il y ait une erreur, un problème dans le programme pour pouvoir faire des choses. Donc, nous ici, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a essayé d'exploiter cette complexité du code en utilisant du brute force. Donc, pour les langages qui font des opérations mémoire pas safe, le fuzzing, c'est particulièrement puissant. Et donc, ça va nous permettre éventuellement de trouver des choses comme des buffer overflow, des corruptions de mémoire, etc. Donc, souvent dans beaucoup de cas, le fuzzing, ça va juste aboutir à des crashs, mais des fois, on va trouver des vulnérabilités qu'on peut exploiter. Donc, au milieu, ici, on a notre moteur de fuzzing. Donc, on fournit à notre fuzzing ce qu'on appelle des seeds, donc des entrées utilisateurs.
Donc ces seeds, on les fournit à notre programme. Et ensuite, ici, on va essayer de couvrir pas mal de chemins possibles dans le programme ciblé. Ces seeds, elles subissent des mutations. Et ensuite, on regarde ce qui se passe et si on observe des comportements intéressants. Donc ça, on essaie de le faire très rapidement. Donc l'idée, c'est de tester plein de choses en peu de temps. La question, c'est qu'est-ce que c'est un cas intéressant finalement? Est-ce que c'est un crash? Est-ce que c'est un time-out? Ou dans le meilleur des cas, une corruption mémoire. Donc on va pouvoir regarder ça un petit peu plus tard et voir si c'est exploitable ou si c'est un problème de sécurité. Il y a une amélioration qui est vraiment pratique dans ce genre de cas, c'est ce qu'on appelle le Fuzzing Coverage Guided. Et ça permet notamment de savoir combien de code paths ont été déjà couverts et ça permet de donner des indications sur quelles mutations sur les sites sont intéressantes pour ensuite pouvoir itérer sur ce processus. Donc si on améliore ce coverage, cette couverture, on améliore nos chances de réussir à trouver des choses intéressantes. Ok, par contre, dans notre cas, on va s'en tenir à du fuzzing assez simple, mais si vous êtes intéressé par le sujet du fuzzing, vous pouvez regarder la présentation d'hier sur le fuzzing qui donne des pistes intéressantes pour faire des choses plus avancées. Ok. Comment on construit, on configure un fuzzer? Donc, on va utiliser un fuzzer en C++. Donc, nous, pour ce type de fuzzing, on va utiliser Bufaz. Qui va être un fuzzer qui va nous servir, qui va beaucoup nous servir et qui est notamment utile parce qu'il permet de travailler rapidement sur différents types de protocoles. Sur leur GitHub, vous trouverez plein d'exemples et du coup, c'est facile à adapter à vos propres cas d'utilisation. Je vous ai également mis un lien en allemand ici qui vous donnera plus d'informations. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est une requête HTTP normale vers l'appareil. Donc, on passe un identifiant de session. L'appareil va regarder si la session elle est valide. Donc, on sait que ce type de choses, c'est une cible intéressante pour le fuzzing parce que c'est possible de faire plein d'erreurs. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire sur cette requête? Bon, on va la transformer en un cas de test pour le fuzzing. Donc, on définit la requête, on la décrit, ensuite on va indiquer quels points devraient être utilisés pour faire du fuzzing. Donc d'abord on décrit les endroits qui ne vont pas changer, les points statiques, et ensuite on décrit tous les endroits sur lesquels il faudra effectuer des mutations. Et notamment, on va s'intéresser à la partie cookie et à ce cookie session. Donc, on veut avoir ces parties statiques pour que les requêtes elles arrivent vraiment à l'appareil et qu'elles soient traitées par celui-ci et qu'elles ne soient pas juste rejetées, qu'elles soient considérées comme valides. Le fuzzer, ensuite, il crée des requêtes qui ont l'air un peu aléatoires. Donc, par exemple, ici, on a un cookie de session avec beaucoup de A. Si l'appareil crashait maintenant, on pourrait avoir par exemple un buffer overflow, quelque chose comme ça. Donc pendant que notre fuzzer tourne, on a à peu près, on a un output de cette forme-là. Donc on a différents cas EOF qui pourraient être intéressants parce qu'ils indiquent potentiellement une erreur, enfin un problème qui va nous servir par la suite. Par exemple, dans ce cas précis, il n'y a pas de vraie valeur pour le cookie. Donc les cookies sont toujours envoyés sous une forme clé égale valeur. Et ici, on a mis pas de valeur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder avec un cas minimal s'il y a vraiment un problème derrière ça. Donc ici, à droite, on a notre terminal avec la connexion au tenant de debug. Et à gauche, on a la requête modifiée qu'on va envoyer. Donc on a envoyé la requête modifiée sans valeur pour le cookie de
session et on voit que ici on a directement un crash lorsque la requête est envoyée. Donc ça c'est très rapide à trouver. C'est un cas très simple et du coup on va pouvoir très rapidement obtenir un crash et voir ce qui se passe. Donc, et ça va entraîner un reboot de l'appareil. Et on va voir dans quelle mesure ça aboutit à une corruption de mémoire. Donc, des fois, un crash comme ça peut être exploité via des techniques d'exploitation de binaire. Ça peut valoir le coup de regarder ça si vous avez du temps. Mais nous, on n'avait qu'une semaine pour tirer le plus de notre recherche. Donc, on a reporté ça tel quel. Ça suffit à ce que le constructeur il identifie le problème et qu'il le corrige. Mais si vous êtes intéressé pour chercher un peu plus sur ce sujet, n'hésitez pas et faites-le nous savoir. OK. Donc, c'est une bonne transition pour le pentesting en web ou en API. Donc, la plupart des appareils connectés utilisent HTTP d'une manière ou d'une autre. Donc, ils ont une interface de gestion web ou se connectent à des API sur le web qui sont utilisés pour les updates de firmware ou la configuration. Donc nous, on a besoin de se positionner en attaque avec une machine en mode man in the middle, avec des outils différents. Nous, on utilise Burp Suite avec une interface graphique, une grande communauté, mais on a aussi Meet Proxy qui a également beaucoup d'outils disponibles. Et ensuite, on fait vraiment du pentesting web classique. Donc on va tester sur des vulnérabilités existantes comme SQL, XSS ou des injections de commandes, CSRF, token, IDOR, authentification, autorisation. Et vous pouvez récupérer beaucoup d'informations sur ces différents sujets. Et sinon, vous pouvez toujours venir nous voir. Donc, comme je disais, on regarde toujours le processus d'authentification. Les développeurs sont souvent très créatifs dans les appareils connectés, l'IoT. Et ici, on voit que l'appareil fait plusieurs tentatives d'authentification et on voit les cookies d'authentification qui sont envoyés pour chaque session. Donc, on se demande si ces cookies sont peut-être dans un ordre qu'on peut prédire. Et si on voit qu'on a des blocs de tokens qui ont le même identifiant. Maintenant, ce qu'on se demande, c'est qu'est-ce qui ne va pas avec l'appareil. C'est assez compliqué à comprendre quand on a vraiment une black box en face de nous. Donc, on va avoir besoin d'utiliser du reverse engineering. C'est la dernière méthode qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est le processus de compréhension du software et du hardware en analysant les composants uniques et essayer de les modifier pour les faire fonctionner avec différents codes, exécuter différents logiciels. Un bon point de départ, c'est le firmware, puisque si on a un bon lien avec le logiciel qui tourne, on peut tester de manière efficace et dynamique. Et on peut même trouver des fonctionnalités cachées ou des outils de développement qui sont encodés en dur. Comment est-ce qu'on récupère le firmware? En général, c'est sur le site des constructeurs. Depuis qu'on a fait notre divulgation, le firmware de Poly n'existe plus. On peut aussi intercepter le firmware en utilisant Meetem, par exemple, au moment du processus d'update, ou alors vous pouvez
être un peu plus créatif. Vous pouvez récupérer le firmware dans un fichier temporaire, le mettre en USB sur l'appareil et vous pouvez ensuite le supprimer et l'appareil sera bloqué dans le processus d'update. Si le firmware n'est pas signé ou pas validé, vous pouvez du coup facilement modifier et adapter le firmware à vos besoins. Mais je vous conseille de faire ça uniquement à la fin parce que vous pouvez briser votre appareil, ce qui n'est pas bon au milieu d'une opération de pentest. Si vous avez un binaire dont vous ne connaissez pas la nature, vous pouvez utiliser l'outil Binwalk qui sert à essayer d'extraire des structures connues depuis des fichiers binaires arbitraires. Ok, nous on avait des images de firmware Android, donc on a déjà le tooling qu'il faut pour extraire le firmware. Donc une fois qu'on a unpacké ça, on va pouvoir regarder ce qu'il y a sur le file system. Et voilà. On va pouvoir utiliser des compilers Java pour récupérer le code Java de base. Donc par exemple, on va pouvoir s'appuyer ensuite sur Ghidra pour les exécutables, enfin pour les binaires. Et bien sûr, on peut également regarder le système de fichiers et voir ce qui est présent dessus, puisqu'on peut trouver des choses intéressantes à ce niveau. Donc le reverse engineering, ça demande beaucoup de temps et ça demande de la pratique également, mais il ne faut pas se décourager parce que il y a une courbe de progression qui est intéressante, on progresse très très vite. Et il y a des communautés très intéressantes sur ce sujet, et notamment sur les appareils Android. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait des choses. Et comme je le disais, pratiquer, ça va vous rendre meilleur très très rapidement. Donc par exemple, vous vous entraînez sur des crack.me. Et généralement, c'est pas nécessaire de tout comprendre. Il suffit de regarder des petites sections qui vous semblent intéressantes et de partir là-dessus. Donc ça, c'est un morceau de code C que Ghidra va vous montrer pour la génération des cookies. Donc si on regarde le code ensemble, donc d'abord ici en bas, on a un random string pointer qui à la fin globalement contient le cookie de session. Donc si on passe un petit peu différentes parties du fichier, parce que c'est déterministe et qu'on peut réimplémenter ça ou ça. Donc la partie qui va nous intéresser, elle est ici. Donc quand on a du code et qu'on ne sait pas trop ce qu'il fait, on regarde la documentation. Donc round, ça retourne un nombre arbitraire entre deux bornes. Round peut être seedé par la fonction sround. Et ensuite, la séquence de nombres qui va être générée pour une même seed choisie, ça va toujours être la même. Donc ici, on voit un appel à sround. Et en fait, c'est seedé avec le temps courant. Et si on regarde le man de time, on voit que en fait, ça retourne simplement le nombre de secondes depuis époque. C'est en secondes et du coup c'est une résolution qui n'est pas très élevée et donc c'est quelque chose qui va être prédictible. Donc en mettant tout ça ensemble, pour chaque seconde, il y a uniquement une seule valeur du cookie de session qui peut exister, et ce sur tous les appareils. Donc ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir exploiter. Donc ça c'est une tentative d'authentification qui a réussi vers l'appareil. Donc le serveur il répond son temps, donc qui va nous permettre d'avoir la seed pour la fonction sround, et du coup ça c'est le cookie qui est retourné. Donc on a simplement réimplémenté le code que je viens de vous montrer pour pouvoir lui fournir une seed sround arbitraire. Et en faisant ça, on va pouvoir générer exactement le même cookie de session. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc globalement, on va pouvoir voler des sessions administrateurs. On va pouvoir par exemple générer tous les tokens d'authentification possibles pour les 2 dernières heures. Et s'il y en a un qui est valide, ça veut dire qu'il y a un administrateur qui s'était effectivement logué, on va pouvoir voler sa session. Sinon, on va pouvoir essayer
en permanence de se loguer avec le cookie de session du moment en cours. Et quand un administrateur va effectivement se loguer, on va voler sa session. OK. Maintenant, on a des vulnérabilités, mais les vulnérabilités, généralement, on les évalue en fonction de leur impact. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est d'effectivement illustrer ce qu'on peut réussir à faire en termes d'impact. Donc, j'ai parlé de différentes vulnérabilités, mais des vulnérabilités, elles n'ont pas besoin d'être montrées isolément. On va également pouvoir, dans certains cas, les combiner de manière intelligente pour essayer d'augmenter l'impact général. Donc ici à gauche, on a un attaquant non authentifié avec un accès réseau, et notre but à droite, c'est d'avoir RCE sur l'appareil. On n'a pas de vulnérabilité unique qui nous permet d'atteindre ce but, mais on va voir si en chaînant des vulnérabilités, on va pouvoir le faire. Donc, on a parlé d'une injection de commande qui a deux prérequis. Donc, il nous faut une version du firmware qui est vulnérable et un accès au telnet de debug. Pour avoir accès au telnet de debug, il faut que celui-ci soit activé. Et on a besoin de connaître le mot de passe administrateur. Pour ça, on va pouvoir remonter, puisque si on a effectivement accès à l'interface de management, on a vu qu'on pouvait modifier le mot de passe sans connaître le mot de passe actuel. Donc ça, c'est ce qu'on avait pour le trio. Mais sinon, on avait également la possibilité pour le firmware de faire un rollback sur la version du firmware. Il nous faut également une session administrateur active, mais ça, on vient de voir comment on pouvait le faire en prédisant le cookie de session. Donc, par exemple, en essayant en permanence de faire un takeover de session. Ensuite, on utilise les autres vulnérabilités qu'on a obtenues. Et dans certains cas, on va pouvoir essayer d'accélérer les choses en causant un crash et en espérant que ça fasse réagir un administrateur et qu'il se connecte qui regarde ce qui se passe. Si on fait ça avec toutes les vulnérabilités découvertes, il y a un tas de technologies. Ce procès est très... on n'est pas obligé de comprendre tout. On veut juste montrer que la plupart des problèmes qu'on peut trouver sur un bug, mais c'est aussi possible sur plusieurs bugs. Si tu trouves quelque chose d'intéressant, ça veut dire qu'il y a plusieurs choses d'intéressantes. Ça veut dire que ça pourrait faire un gros impact. Pour le 3800, ça pourrait faire un impact énorme. Si on a un accès physique mais pas un accès sur Internet, on peut juste faire un Lenson Room et à partir de là, on peut faire un mot de passe administrateur et activer le web server et la connexion Wi-Fi. On va, si la firmware est 8.0.2, on peut activer le telnet. Donc Christophe va vous faire une petite démo maintenant. Donc maintenant, il est temps de démontrer notre chaîne de tech. On l'a montré tout à l'heure pour la session administrateur. On fait ça en vous montrant notre exploit de script pour montrer vraiment l'impact on va utiliser un qui existe sur GitHub qui va nous suivre sur notre microphone. C'est un microphone sur notre laptop. Ça va nous appeler comme on le fait maintenant. On va faire ça pour qu'on fasse une conférence très très normale avec le CX300. J'espère vraiment que l'audio va marcher. Donc sur la gauche ici,
on va avoir notre script de notre POC et à droite, vous voyez l'interface utilisateur dans laquelle on va se loguer. Notre script récupère la session, le token. On a une session valide, ça a fonctionné. Et on va l'utiliser pour uploader une configuration malicieuse. Et on se connecte au mode Telnet en mode debug. On voit maintenant que l'appareil est vulnérable à l'injection du code en mode root. Si le code avait été patché à ce moment-là, on aurait pu downgrader notre firmware pour en mettre un vulnérable. Et maintenant, on peut passer à l'étape 2 et installer ADB pour faire du forward audio. Voilà. Donc, je suis content que l'audio ait fonctionné. Et ça nous laisse un appareil jailbreaké avec lequel on peut faire ce qu'on veut. On peut passer notre journée à jouer à Doom au bureau ou on peut, par exemple, attaquer le réseau connecté au téléphone, essayer les logins, les informations d'utilisateurs, vérifier Teams pour se connecter. Et voilà, ceci conclut notre session. Vous trouverez toutes les informations sur notre blog ici en haut à droite et les moyens de nous contacter sur ce slide. C'est tout pour nous. Merci beaucoup. On a pas mal de temps pour les questions, donc si vous avez des questions dans la salle, merci de vous avancer au micro et alignez-vous et nous allons essayer de récupérer toutes les questions. Si vous sortez, s'il vous plaît, faites-le le plus silencieusement possible. Je ne suis pas sûr si les anges de signal ont des questions d'Internet. Je ne le vois pas pour le moment. Nous attendons donc. Donc, micro numéro 3, s'il vous plaît. Bonjour, merci pour cette session. C'était vraiment cool. Je ne sais pas si je l'ai raté, mais pourquoi est-ce que les clés, les tokens étaient tous aussi similaires? Donc, il y a plusieurs requêtes en 1 seconde, et pour 1 seconde, il y a un cookie de session. Donc, en requête dans 1 seconde, donc normalement, on a une session complète. Merci. D'accord. Je vois pas d'autres questions, donc on va conclure ça. Merci encore à Christophe. Et merci d'avoir suivi cette interprétation. N'hésitez pas à nous suivre sur c3lingo@.